Bonjour Jean-François, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours? Bonjour Thibault. Donc, je suis Jean-François Martin, je suis maître de conférence à Montpellier Supagro depuis 2003 dans le département de biologie et d'écologie de cette école où j'enseigne globalement l'écologie et la génétique des populations. Et puis dans mes activités de recherche, je suis affecté à l'UMR CBGP, c'est le Centre de biologie pour la gestion des populations. Donc là, j'ai des activités de recherche dont je te parlerai un peu plus tard, je pense, dans cette interview. Donc dans mon parcours, pour en arriver là, j'ai fait mes études supérieures à Marseille jusqu'au doctorat que j'ai passé en co-direction entre l'université d'Aix-Marseille et l'université de Stanford en Californie. Ensuite, j'ai fait 3 post-doctorats successifs, un au CNRS à Grenoble, où je travaillais sur la génétique des populations, un autre au CSIRO, c'est l'équivalent du CNRS pour l'Australie, et un dernier enfin à l'USDA, qui est le département de l'agriculture et de la recherche en agriculture aux États-Unis. Merci. Et donc pour parler de ta thématique de recherche, dans quel contexte global tu peux la placer? Alors, globalement, ma recherche se place dans la compréhension des agrosystèmes et du fonctionnement des agrosystèmes pour mieux optimiser les cultures de demain, donc répondre aux grands enjeux qui sont protégés et cultivés autrement. Donc clairement, moi je me positionne dans ce champ-là et l'idée c'est de comprendre le fonctionnement des agrosystèmes, des écosystèmes en général d'ailleurs, en explorant les réseaux d'interaction écologique dans ces agrosystèmes. Et plus précisément, alors, toi, tu travailles sur quoi? Alors moi j'utilise en fait l'outil moléculaire pour reconstruire ces réseaux d'interaction écologique et en particulier les réseaux trophiques, c'est-à-dire qui mange qui, dans les guildes d'insectes et d'arthropodes en général, c'est-à-dire aussi les acariens et les araignées, pour comprendre comment se font ces interactions et comment en particulier les pratiques culturales ou des événements climatiques aussi vont modifier ces interactions et donc le fonctionnement des écosystèmes qui se caractérisent derrière ces interactions. Mais quel est le lien entre qui mange qui chez ces insectes et l'agriculture? En fait, le fonctionnement de ce réseau d'interaction euh, va caractériser ce qu'on appelle les services écosystémiques qui sont rendus par ces communautés d'arthropodes, entre autres par exemple le contrôle biologique des ravageurs, par exemple une pratique culturelle qui favorise la prolifération de prédateurs naturels de pucerons va être intéressante de ce point de vue-là et on va le visualiser nous dans nos recherches par une augmentation de la diversité de prédateurs ou de parasitoïdes de ces pucerons, soit par simplement la diversité spécifique, plus d'espèces ou plus de genres de cette guilde-là prédatrice ou parasitoïde de pucerons, par exemple, soit par davantage d'interactions, c'est-à-dire davantage de liens trophiques entre des prédateurs potentiellement généralistes et ces pucerons. Et tu utilises quoi comme type d'outil pour justement arriver à caractériser ces réseaux d'interaction? Alors c'est assez compliqué de caractériser des réseaux d'interaction entre des organismes de vraiment très petite taille. Donc on utilise l'observation de terrain tout simplement, mais aussi la caractérisation du contenu stomacal de ces insectes en faisant de l'extraction d'ADN et ensuite en utilisant des marqueurs moléculaires pour connaître l'identité taxonomique des proies qui ont été ingérées par les insectes qu'on échantillonne. D'accord, donc beaucoup de biologie moléculaire et ce genre d'approche. Beaucoup de biologie moléculaire, de taxonomie aussi, l'utilisation de bases de données de référence pour identifier les proies, et puis pas mal de bioinformatique. D'accord. Et d'après toi, qu'est-ce qui va être le prochain très grand changement? Puisque récemment, dans la biologie moléculaire, on a eu le passage du bas débit au haut débit, donc avec une accumulation de données. Est-ce que tu vois, toi, qu'est-ce qui pourrait être le prochain grand changement qui va impacter vraiment à la fois ton travail et ta thématique? C'est une question qui est compliquée. Euh, Effectivement, on est passé en biologie moléculaire ce qu'on appelle le haut débit, la Next Generation Sequencing, aux alentours de 2004-2005, pour nos communautés en tout cas, un peu plus tôt pour la médecine. Et en fait, aujourd'hui, on en est quand même réduit, en tout cas dans le champ de l'écologie des communautés, globalement à obtenir des marqueurs moléculaires sur de petites portions du génome. Je pense que, et ça nous pose des problèmes en particulier d'identification et d'assignation des fameuses proies dans nos réseaux, hein, mais je pourrais être plus large que ça, à des espèces qui sont basées sur des tout petits fragments, sur vraiment des fragments restreints du génome.
Je pense que la prochaine révolution technologique qui va permettre d'aller plus loin dans cette identification et dans la caractérisation beaucoup plus complète de ces interactions, c'est le fait de pouvoir séquencer les génomes complets à moindre coût. D'accord. Tu parles beaucoup d'espèces, de proies, de prédateurs, mais à l'intérieur même d'une espèce, on va avoir différentes lignées qui sont différentes par leur comportement, leur habitat. Est-ce que vous arrivez à descendre jusqu'à ce niveau de précision, c'est-à-dire différencier les différentes lignées, ou vous en restez encore au niveau de l'espèce? Alors, c'est une très bonne question, puisque cette question de la variance intraspécifique dans les assemblages et dans les communautés d'arthropodes, elle est vraiment revenue en force depuis quelques années. Aujourd'hui, par les approches qu'on utilise, on n'est pas encore capable d'aller dans cette direction-là, c'est-à-dire qu'on va se contenter, entre guillemets, de reconstruire des réseaux d'interaction entre espèces. Par contre, effectivement, et je pense que dans ce cadre-là, l'avancée technologique de pouvoir séquencer les génomes complets nous permettra d'acquérir des données moléculaires, nous permettant d'aller dans la variation intraspécifique et donc d'adresser cette question-là du comportement quasi individuel, en définitive, des agents dans ces communautés. Mais justement, plus on va séquencer de choses, plus on va avoir d'informations. Donc on parlait de haut débit, donc on va avoir de plus en plus de données. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à gérer ces flux de données? Parce que notamment, régulièrement, les gens commencent à dire qu'on a notre capacité à obtenir des données, à dépasser notre capacité à les analyser. Comment vous vous préparez, vous, justement, à aller encore plus loin? Est-ce bien raisonnable? C'est effectivement un challenge important. C'est un challenge important d'un point de vue méthodologique. Est-ce qu'on a les capacités de stocker toujours davantage de données? A priori, oui. Est-ce qu'on a les capacités de traiter toujours davantage de données? Pour l'instant, en utilisant peu de marqueurs, oui. Si on passe sur des génomes complets, on va avoir des artifices d'algorithmie à avoir pour pouvoir analyser ces énormes jeux de données, puisque là, pour le coup, on sera vraiment dans le big data. Est-ce que c'est bien raisonnable d'un point de vue de développement durable de traiter, d'analyser des jeux de données de cette taille-là pour répondre à ces questions-là? C'est une autre question que je ne tranche pas là en quelques minutes, mais qu'il faut se poser aussi dans la responsabilité des chercheurs vis-à-vis de leur écosystème. On a parlé beaucoup de bioinformatique, de données, d'analyse. Toi, à la base, tu es écologiste. Absolument. Est-ce que c'est des compétences qui ne sont pas forcément les mêmes? Ce n'est pas forcément des compétences sur lesquelles tu as été formé. Comment, c'est toi qui fais toutes ces analyses, ou est-ce que tu fais partie plutôt d'une équipe avec, par exemple, une équipe de bioinformaticiens en soutien? Comment ces compétences-là rentrent en synergie? Moi, j'ai un parti pris qui me coûte cher, c'est que j'aime bien comprendre tous les chaînons de la recherche que je pratique. Du coup, ça me fait passer beaucoup de temps à maîtriser des aspects, tous les aspects et l'ensemble des aspects, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement et leur analyse. Après, je trouve que c'est très satisfaisant en termes personnels parce que j'ai une confiance à la fois dans le potentiel et dans les limites de ce que je fais, qui est beaucoup plus précise que si je m'en tenais seulement à faire les analyses ou seulement à faire l'acquisition d'ailleurs. Donc j'assume ce choix, mais oui, aujourd'hui, à part pour les aspects vraiment d'acquisition des données moléculaires dans lesquels j'ai une collègue qui m'aide beaucoup, Joanne Tavoilo, qui travaille à l'IRD, que je remercie, à part dans ces aspects-là, le reste, c'est-à-dire le traitement des données, l'analyse, et puis toutes les tâches qui sont liées à la vie d'un chercheur, effectivement, c'est moi qui les assume. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'un de tes derniers résultats, un truc que tu as mis en avant, que tu trouves intéressant? Je vais te parler de quelque chose qu'on n'a pas encore publié. Actuellement, on travaille sur la régulation d'une adventice, alors une mauvaise herbe, pour faire simple, qui est envahissante en Australie et qui est originaire d'Europe. Donc on a une thèse de doctorat de Mélodie Olivier qui travaille sur cet aspect-là. Et donc on reconstruit nos réseaux d'interaction à la fois en Australie et à la fois dans la zone native européenne pour comprendre quelle est la différence de structure entre ces réseaux. Et en particulier, est-ce que ce qui explique l'invasion, c'est le fait qu'on ait beaucoup moins de parasitoïdes et de prédateurs, ou tout au moins d'herbivores pour le cas de cette plante envahissante, ou est-ce que c'est plus lié à la nature des interactions qui sont dans ces écosystèmes et qui sont de nature différente? Par exemple, est-ce que ce qui explique l'invasion de cette plante, Sonchus solaraceus, en Australie, c'est le fait qu'on ait des ennemis naturels de ces herbivores présents en Australie qu'on n'ait pas en Europe?
ou est-ce que simplement c'est le fait qu'on n'ait pas d'herbivores présents en Australie et qu'à ce moment-là, un programme classique d'introduction et de contrôle biologique en provenance de l'aire native pourrait résoudre cette question-là. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de minimiser les risques, en tout cas de comprendre quels sont les risques associés aux différentes stratégies de contrôle biologique qu'on pourrait avoir contre cette mauvaise herbe qui par ailleurs est résistante aux herbicides qu'on utilise depuis quelques années contre elle. Donc ce que tu dis, en fait, on se situe un peu quand même dans toutes les nouvelles approches dont on entend parler dans les médias, de remplacement des pesticides, ce genre de choses, par des agents biologiques. Bien sûr. Mais un agent biologique, il est amené à évoluer, à interagir dans un écosystème qui est beaucoup plus complexe. Comment vous essayez de vous prémunir contre par exemple, des interactions différentes dans la nature, des envahissements d'autres écosystèmes proches qui n'est pas celui, par exemple, de votre plante invasive, ce genre de choses? Alors, c'est précisément pour ça que je pense que l'approche par les réseaux d'interaction est intéressante par rapport à l'approche classique du contrôle biologique, puisque dans l'approche classique, en fait, on fait des tests de spécificité, c'est-à-dire que quand on va relâcher un agent de contrôle biologique, que ce soit contre une plante envahissante ou contre un arthropode d'ailleurs, on va le tester en cage, en enceinte climatique, si cet agent de contrôle biologique potentiel interagit avec des cibles non voulues par le programme, en particulier des espèces natives de la zone d'introduction. Ça nous donne des résultats qui peuvent produire un certain pourcentage de faux positifs liés au fait que les conditions environnementales dans ces tests contrôlés ne sont pas les mêmes que celles auxquelles ils seront exposés dans la nature. Le fait de travailler avec des réseaux d'interaction nous permet d'avoir une vision directe des relations trophiques qui se jouent dans la nature, in natura, on va dire. Et donc je pense qu'on a beaucoup moins de risques de faux positifs, et ces faux positifs, ils ont une influence assez importante parce que qui dit faux positif dans le test de spécificité d'un agent de contrôle biologique dit qu'en fait cet agent, on va l'abandonner. C'est-à-dire qu'on ne déploiera pas cet agent de contrôle biologique contre l'agresseur qu'on souhaite contrôler. Et en fait, on a un certain nombre de projets de contrôle biologique qui sont abandonnés parce qu'on ne trouve pas d'agresseur dans ces conditions contrôlées. En fait, on se heurte à un risque, à un compromis dans les risques. Le risque de relâcher un agent de contrôle biologique qui aurait des effets indésirables et indirects, directs ou indirects d'ailleurs, contre la flore et la faune de la zone d'invasion, contre le risque de ne pas relâcher, de ne pas utiliser, de ne pas pouvoir contrôler biologiquement l'espèce qui pose problème, parce qu'on ne trouve pas d'agent de contrôle biologique qui soit suffisamment spécifique dans ces conditions contrôlées. D'accord. Maintenant, j'aimerais bien aborder, au-delà de ta thématique scientifique, d'autres aspects de ton travail. Tu disais que tu étais maître de conférence à Supagro, donc ça implique que tu fais à la fois de l'enseignement et de la recherche. Comment tu trouves ton équilibre entre ces deux activités-là? Bon, je fais ce métier-là depuis 2003, donc on est en 2019, ça fait 16 ans. L'équilibre, il n'a pas été toujours le même. Au début, j'ai plutôt mis l'accent sur la recherche, parce que c'était ma valence. Quand on sort de postdoc, en général, on n'a pas beaucoup d'expérience d'enseignement. Et puis, le cadre au CBGP, quand je suis arrivé, a fait que je me suis lancé plutôt sur le côté recherche à davantage que 50%, qui est la position statutaire que je suis censé avoir. Et puis ensuite, avec le temps, cet équilibre a évolué, a bougé plusieurs fois. Et aujourd'hui, je suis plutôt sur un équilibre 50%, 50%, avec en particulier des activités d'enseignement qui sont au-delà des activités disciplinaires écologie et évolution et génétique, qui sont aussi dans le domaine des compétences pour la recherche que je développe plutôt avec les étudiants de master et puis les étudiants en doctorat. Qu'est-ce que tu appelles des compétences pour la recherche? Compétences pour la recherche sont liées aussi à ma casquette de Montpellier Supagro, qui est que je suis référent pour la science ouverte et pour l'intégrité scientifique. Donc on a à la fois des compétences qu'on veut faire passer à nos doctorants et à nos étudiants de master dans le domaine de l'open science, en particulier l'open data, c'est-à-dire la gestion des données dans le cycle de vie des données vers une mise à disposition et une réelle mise à disposition des données qui sont produites. C'est aussi, donc là il y a tout un certain nombre de compétences qui sont développées dans ce domaine-là pour les étudiants. Le deuxième volet, c'est tout ce qui est sciences reproductibles aussi,
à Montpellier Supagro, on se doit de former des étudiants ingénieurs et futurs docteurs pour certains, qui sont capables de produire une recherche de qualité. Et la science reproductive fait partie des compétences, en tout cas du cadre dans lequel on se place pour donner des compétences à nos étudiants, en particulier en matière de statistiques, de plans d'expérience, mais aussi en matière plus computationnelle, ce qu'on appelle le dynamic reporting, le versionning, etc. Donc j'enseigne aussi dans ces aspects-là. Et puis enfin, et c'est plus récent lié à mon activité de référent intégrité scientifique, je vais enseigner directement les valeurs qui sont liées à l'intégrité scientifique, donc honnêteté, responsabilité, fiabilité, etc. Et pour prévenir, donc là c'est plutôt dans l'action de prévention, qui n'est pas qu'au niveau des étudiants d'ailleurs, au niveau de tous les acteurs de l'établissement dans la recherche, pour prévenir les manquements à l'intégrité scientifique. L'open science, c'est une exigence assez récente, et donc là on parle de former les étudiants, mais leurs encadrants, les chercheurs en place, est-ce qu'il y a aussi des processus de formation pour ces gens-là? Et est-ce que tu t'en es impliqué? Alors, effectivement, les doctorants, c'est un peu la pierre angulaire de la formation à l'open science aujourd'hui, en France. C'est pas si récent que ça dans le reste du monde. Cela dit, en France, on a une loi pour la République numérique de 2016 qui encadre la possibilité d'être très ouvert pour la recherche scientifique. Et du coup, on bénéficie grandement de ce cadre-là. Du coup, effectivement, on a un décalage entre la formation initiale des étudiants d'aujourd'hui et la formation initiale, si elle n'a pas été renouvelée, des cadres de la recherche, en particulier des chercheurs. Donc, dans ce cadre-là, les formations qu'on monte au niveau doctoral, on impose aux encadrants qu'ils soient présents au moins la dernière demi-journée pour que le lien entre la formation qu'aura eu le doctorant et puis le labo puisse se continuer dans le cadre de l'activité de recherche et qu'on arrive aussi à sensibiliser les chercheurs. D'autre part, on fait des journées d'animation avec un collectif sur l'ensemble de Montpellier qui permettent aux chercheurs, tout le personnel scientifique et tous les acteurs de la recherche de Montpellier en tout cas, de se familiariser, de se sensibiliser à la science ouverte sur trois aspects principalement. L'open access, la publication ouverte, l'open data, les données ouvertes, et puis la science reproductive. D'accord. Puisqu'on est en train de parler un peu du monde de la recherche, à l'heure actuelle, on a un monde de la recherche en France qui fonctionne beaucoup par appel à projets, qui sont nécessaires pour développer. Comment toi, tu te situes dans ce domaine-là? Comment tu t'y retrouves? Alors j'ai beau ne pas être un dinosaure, j'ai connu plusieurs ères tout de même depuis mon doctorat. Et donc effectivement, cette toute-puissance des appels à propositions, des appels à projets, qu'ils soient européens, nationaux, régionaux, des fondations, elle est de plus en plus prédominante dans nos activités. Ça veut dire que ça pourrait avoir des inconvénients, c'est-à-dire qu'on est contraint par des appels à propositions sur des thématiques précises à saucissonner notre recherche au bon vouloir des différents appels d'offres. D'un autre côté, ces appels d'offres, ils font aussi la démonstration qu'on a une politique nationale qui va piloter la recherche, et donc on peut probablement aussi s'en féliciter. La difficulté, c'est d'arriver à produire une science qui a un certain fil rouge entre ces différents appels à propositions. Donc c'est pas facile pour tout le monde. C'est en fonction de ses disciplines, en fonction de son environnement de travail et puis de son réseau au niveau national et international qui est grandement sollicité dans le cadre de ces montages à propositions. Il faut effectivement être capable de trouver de la cohérence dans tout ça. C'est vrai aussi pour les doctorants, puisque avant, quand j'étais petit, en 98 donc, pour faire une thèse dans un laboratoire, en gros, il fallait avoir une bourse ministérielle. Aujourd'hui, le pourcentage de doctorants qui ont une bourse ministérielle est très restreint par rapport à ceux qui arrivent dans nos labos avec des bourses au moins à moitié basées sur des subsides d'entreprises privées. Donc ce partenariat avec les entreprises privées, c'est quelque chose qu'à Montpellier Supagro, on connaît bien. Et donc on a anticipé pas mal par rapport à certains collègues, par exemple du CNRS, qui ont moins cette culture-là. Mais je pense que ce changement de paradigme, il a maintenant frappé de plein fouet tout le monde et que les différentes unités s'adaptent, plus ou moins bien.
Au-delà du système de financement, le système français de recherche est caractérisé par des gros instituts avec beaucoup de chercheurs permanents. Pour toi, ce système-là, il a quel avantage, quel inconvénient par rapport à un système anglo-saxon où on a plutôt des laboratoires de petite taille avec un ou deux permanents et beaucoup de post-doc, doctorants, des choses comme ça? Alors, cette fusion, elle se fait effectivement à plusieurs niveaux. Je peux en parler vraiment facilement parce qu'aujourd'hui, notre école, Montpellier Supagro, fusionne dans quelques jours avec l'école d'agro de Rennes pour former un grand institut d'agronomie et au 1er janvier 2021 avec AgroSup Dijon. Donc effectivement, cette fusion, elle se fait au niveau national. Elle se fait aussi, au moins au niveau de l'affichage, au niveau régional, avec l'ICIT Muse, qui regroupe l'Université de Montpellier, Montpellier Supagro et à peu près tout ce qui se fait en enseignement supérieur et recherche sur Montpellier. Et puis au niveau des unités aussi, on a de plus en plus des fusions d'unités dans ce qu'on appelle des très grandes unités, des TGU, qui sont supérieures à 100 personnes, voire 200 personnes. En ce qui me concerne, ça me touche relativement peu parce que le cœur de mon réseau d'interaction, si je puis dire, au niveau professionnel, c'est plutôt les 5-6 personnes qui gravitent autour de ma discipline dans mon champ, qui soient dans mon équipe ou qui soient dans d'autres instituts de recherche ou dans d'autres UMR. Donc finalement, moi j'ai vu beaucoup d'organisations différentes, ne serait-ce que dans notre unité, on est passé de 14 équipes à 3 équipes et puis plus d'équipes du tout, donc 40 équipes aujourd'hui. Finalement, ça n'a pas changé la face du monde. Ce qui est important, c'est qu'il reste de l'animation entre les acteurs de la recherche et que cette animation puisse être à l'origine de nouvelles interactions et du coup de nouvelles collaborations. Donc si je comprends bien ce que tu dis, c'est que tu dis que la structure, la macro-structure de la recherche, en fait, impacte peu la recherche au jour le jour. Et ce qui compte, en fait, c'est le réseau d'interaction sur une thématique donnée. Et que ce soit dans un grand institut ou dans un petit laboratoire, ça ne change pas réellement la façon dont on travaille. Alors peut-être pas la macro-organisation, là on est plutôt sur de l'organisation au niveau d'un laboratoire, d'une UMR. La macro-organisation en France, elle est très particulière, effectivement, parce qu'on a ces fusions-là, parce qu'on a des statuts particuliers aussi. On est fonctionnaire pour une bonne moitié d'entre nous, voire 2 tiers en ce moment. Les maîtres de conférences, c'est encore plus particulier parce qu'on ne dépend pas d'un organisme en particulier, mais du ministère de l'Agriculture directement. Donc, je ne dépends pas statutairement de Montpellier Supagro. Donc on a, du fait de ce statut, une liberté d'action et une continuité d'action qui est en décalage avec les appels à propositions, pour le coup, mais qui nous permet d'avoir une certaine latitude, une certaine liberté, dans la mesure où effectivement on produit des produits de recherche. Au bout d'un moment, il y a des évaluations tous les 4 ans pour ce qui nous concerne, donc il y a un moment où il faut rendre des comptes et c'est normal. Mais ce statut de fonctionnaire qui est relativement unique, il nous permet une très grande flexibilité, une très grande liberté. D'accord. Est-ce que tu voudrais aborder un sujet en particulier pour continuer la discussion? Bon, j'en ai déjà parlé un tout petit peu. Je suis référent intégrité scientifique pour Montpellier Supagro. Donc ça veut dire que je suis chargé depuis quelques jours d'assurer la promotion des valeurs de l'intégrité, la prévention des manquements et puis la formation de tous les acteurs de mon établissement. Donc c'est une tâche que j'ai acceptée avec plaisir parce qu'elle me paraît très importante pour maintenir le lien de confiance tout simplement dans la communauté scientifique, mais aussi avec le reste de la société. Aujourd'hui, on est un peu dans une crise de confiance, pas tellement encore en France, mais au niveau international et aux États-Unis en particulier, entre le milieu scientifique et la société civile. Et donc, je pense que c'est important de maintenir ce lien d'intégrité entre la société civile et la communauté scientifique. Au-delà de la promotion de ces valeurs, il y a aussi un rôle de traitement des allégations de manquement à l'intégrité scientifique. Donc ça c'est un gros mot pour dire si jamais quelqu'un identifie un problème potentiel, il peut venir m'en parler et puis moi j'essaierai de résoudre ce problème, tout au moins d'enquêter sur ce problème et d'essayer de trouver une solution. Généralement on arrive à s'en sortir avec de la médiation entre les différents acteurs. Parfois il faut aller plus loin et ça peut aller jusqu'à des sanctions disciplinaires, etc. Mais il faut y être préparé dans ce type de fonction-là. Ce qui est important, c'est que les gens, l'ensemble des acteurs, que ce soit des étudiants, des postdoctorants, des chercheurs, du personnel de soutien, soient conscients que l'intégrité de la recherche est très importante et qu'ils peuvent venir m'en parler
vraiment librement, en toute confidentialité. Quand on parle d'intégrité, on a tout de suite en tête des grands cas de fraude. On a eu des cas de grands chercheurs à la tête de laboratoires dont on a révélé a posteriori qu'ils avaient truqué des données sur 15 ans. Mais je suppose que ça, c'est des cas extrêmes. C'est quoi les cas les plus communs au jour le jour sur l'intégrité? Effectivement, la fraude, c'est un cas extrême, et tant mieux. Ça arrive rarement. Ce qu'on appelle la fraude en intégrité scientifique, c'est le plagiat et l'autoplagiat, la fabrication de données et la falsification de données. Ça, on est dans le domaine de la fraude et il n'y a pas, il n'y a pas photo, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. De l'autre côté du gradient de bonnes pratiques, on a les bonnes pratiques scientifiques qui garantissent la qualité de la science et son intégrité. Et puis au milieu, on a toute une zone grise. Et cette zone grise, c'est toutes les pratiques qui ne sont pas optimales et qui mettent en danger la qualité de la science, et entre autres, souvent, sa reproductibilité. Donc ça, c'est certains témoins négatifs qui n'ont pas été mis parce qu'on considérait que le traitement de ces témoins n'était pas compatible avec la qualité de l'expérimentation. Ça peut être aussi des choses très différentes, de l'ordre par exemple de la signature d'articles. Un exemple qui est très commun finalement, c'est un étudiant qui a acquis des données, qui se rend compte 2 ans plus tard qu'un article a été publié avec ces données-là et qui n'apparaît pas comme étant auteur de cette publication. Ça, c'est un cas dans lequel le référent intégrité scientifique peut être interpellé et il va essayer de trouver une solution pour vérifier si on est dans les règles classiques d'attribution de contribution à une publication. Donc, si tout va bien, on va rester dans la médiation à ce niveau-là. C'est les cas les plus classiques, vraiment ce qu'on appelle l'authorship, la contributorship, la participation active à un article qui ne se traduit pas par une place du tout ou par une place qu'on aurait aimé meilleure dans un article. C'est une majorité des manquements aujourd'hui traités par les RIS, c'est-à-dire les référents intégrité scientifique qui sont présents dans tous les organismes de recherche. Est-ce qu'il y a des guides que les chercheurs pourraient consulter quand ils se posent ces questions-là, avant d'aller voir par exemple un responsable en intégrité scientifique? Est-ce qu'il y a par exemple, Supagro a publié un guide, ou est-ce que d'autres instituts comme le CNRS dont tu as parlé possèdent une politique explicite avec des guides à consulter? Alors, c'est mon travail de préparer ces guides-là et de les mettre à disposition de tous. Tous les agents de Supagro. Cela dit, c'est le travail de tous les RIS, donc effectivement, organisme par organisme, ces guides sont mis en place. En attendant que ces guides soient mis en place effectivement, il existe des guides nationaux et européens qui sont très largement faciles d'accès et qui peuvent commencer à guider les gens. Ils ne sont pas forcément spécifiques à des disciplines particulières, mais ça commence à donner une première indication de ce qui est communément accepté ou de ce qui est limite vis-à-vis de l'intégrité dans les pratiques les plus communes. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Si quelqu'un qui voit cette vidéo veut te contacter, quel est le meilleur moyen de discuter avec toi, soit de tes activités de recherche, soit de tes activités d'enseignement? Alors, il y a plusieurs moyens de me contacter, soit par mon email qui va apparaître en bas de la vidéo au montage, soit par mon compte Twitter, @martinjfsupagro. Et puis pour ce qui concerne les activités de référent à l'intégrité scientifique, j'ai sur le site de Montpellier Supagro une page web dédiée avec un email qui s'appelle référent.intégrité@supagro.fr et puis un numéro de téléphone que vous trouverez sur cette page-là. Merci beaucoup. Merci.